Salutations et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un ensemble d'informations assez récentes qui dessinent un peu le paysage actuel en Guinée. Oui, bonjour. En effet, on a sous les yeux pas mal d'éléments, des choses assez variées, des développements politiques importants, bien sûr, avec la transition. Oui. Mais aussi des initiatives économiques, des projets sociaux, éducatifs et même des aspects culturels et sportifs. C'est assez large. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'aller un peu plus loin que les gros titres. On va essayer de regarder ça de plus près, de voir ce qu'il y a derrière et de comprendre ce que tout ça signifie pour la Guinée maintenant. On va essayer de saisir les enjeux. Prêt ? Allons-y. Alors, commençons par ce qui domine un peu l'actualité. La transition politique. Il y a eu une annonce majeure, la date de l'élection présidentielle. Elle est fixée au 28 décembre prochain. Oui, fixer cette date, c'est quand même un signal phare, non ? Ah oui. Absolument. Dans un processus comme celui-là, une transition, établir un calendrier électoral clair, c'est une étape vraiment cruciale. Ça donne un cap, un objectif vers le retour à la normale, si on veut. Mais ce qui est assez frappant, je trouve, c'est la réaction populaire, ce que cette perspective a l'air de susciter. On voit une mobilisation citoyenne assez spectaculaire, en fait. Ah oui, vous parlez de ces manifestations de soutien qu'on a vues un peu partout. Exactement, oui. On en a signalé dans plusieurs endroits. À Dabola, par exemple, dans certains quartiers de Conakry, comme Matoto. Oui. Et aussi, ce qui n'est pas anodin, au cœur des zones qui sont concernées par le projet Simandou. Ah d'accord. Oui, vers Kirouané, Bella, et même la diaspora guinéenne au Libéria s'est mobilisée, les jeunes de Tomboulia aussi. Le message, en gros, c'est un appel assez clair pour que le général Mamadi Doumbouya se présente. C'est intéressant ça. Comment on analyse cette pression populaire qui arrive en même temps que le cadre de l'élection, lui, il se met en place ? C'est justement là une des complexités de cette période, quoi. D'un côté, il y a une base populaire qui exprime un souhait très fort, peut-être un peu en décalage avec, disons, les règles non écrites d'une transition où le dirigeant en place ne se présente pas. Et de l'autre côté, les institutions, elles avancent. La Cour suprême, par exemple, elle a nommé les membres de la commission qui va recevoir et valider les candidatures. D'accord. C'est une étape très technique, mais c'est fondamental pour la crédibilité du processus. Et puis, la DGE, la Direction Générale des Élections, elle s'active aussi, elle forme ses cadres. On sent bien qu'il y a une volonté d'afficher que la machine électorale, elle se prépare. Donc on a un peu ce double mouvement, la pression populaire d'un côté. Oui, c'est ça. Et de l'autre, la mise en place progressive de l'appareil électoral. Et pendant ce temps-là, le gouvernement de transition lui-même, il a l'air très actif, non ? Tout à fait. Le Premier ministre, Amadou Riba, on le voit multiplier des actions. Il a présidé la deuxième réunion du comité de pilotage du Guinée Business Forum. C'est un événement important pour l'image économique du pays. Bien sûr. Mais il ne fait pas que ça. On l'a vu aussi inaugurer une centrale à oxygène à l'hôpital de Boké. C'est une infrastructure de santé essentielle. Ah oui, l'oxygène médical, c'est vital. Exactement. C'est un besoin énorme, souvent un peu oublié, mais qui a un impact direct sur la qualité des soins. Ça montre qu'ils essayent d'agir sur plusieurs fronts en même temps. Et l'appareil d'État lui-même, on voit qu'il y a des ajustements, des visites présidentielles dans des ministères importants, comme l'enseignement supérieur, à la primature. Il y a eu aussi le Conseil supérieur de la défense nationale. C'est des signes de quoi ? De reprise en main ? De consolidation ? Probablement un peu des deux. On peut voir ça comme une façon d'affirmer l'autorité de l'État, de s'assurer que l'administration suit bien la ligne. Et puis, il y a eu l'élévation de 4 officiers supérieurs au grade de général de brigade. Oui, j'ai vu ça. Les colonels Keïta, Finando, Condé et Sia. Civil, il y a eu cette formation pour les nouveaux secrétaires généraux et chefs de cabinet sur les lois 025 et 027. C'est pas anodin non plus. Ces lois 025 et 027, vous pouvez nous en dire un mot, c'est quoi exactement ? Alors, ce sont des textes vraiment fondamentaux qui organisent le fonctionnement de l'administration publique en Guinée. Ça touche au statut des fonctionnaires, aux procédures administratives, à l'éthique. D'accord. Donc, le but de cette formation, c'est de s'assurer que les nouveaux hauts cadres, ils maîtrisent bien ces outils pour, comme ils disent, moderniser l'administration, la rendre plus efficace, plus conforme aux règles. C'est vraiment un effort pour renforcer les capacités de l'État. D'accord. Et dans la même idée, de renforcer l'État, l'esprit civique, il y a cette initiative assez particulière, l'induction civilo-militaire pour les nouvelles recrues de la fonction publique. Il y a eu près de 10 000 stagiaires récemment. Induction civilo-militaire ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
C'est une sorte de formation initiale où les nouveaux fonctionnaires, avant de commencer leur travail, ils passent par une période d'encadrement un peu inspirée des méthodes militaires, quoi. Ah oui. Oui, l'objectif qui est affiché, c'est d'inculquer des valeurs comme la discipline, le respect de la hiérarchie, l'esprit républicain, le sens du service et l'amour de la patrie. C'est une approche assez originale, on va dire. Mhm. Ça vise clairement à marquer les esprits, à former un certain type de fonctionnaires. Et le fait que la promotion s'appelle promotion Mamadi Doumbouya. Ah oui, fondation de l'État, un mot qu'on entend souvent de la part des autorités. Bon, cette volonté de renforcer l'État, ça a forcément des conséquences économiques. Parlons-en un peu. Le Guinée Business Forum a été mentionné comme un levier. Oui, et ce n'est pas le seul signe. Il y a plusieurs choses qui visent à rassurer ou en tout cas à attirer les acteurs économiques. L'un des plus importants, c'est la note attribuée par Standard & Poor's. C'est la toute première note souveraine pour la Guinée, un B+. B+. Et ça veut dire quoi concrètement pour la Guinée d'avoir cette note B+? Alors, pour une première note, ce n'est pas si mal, même si ça reste dans ce qu'on appelle la catégorie spéculative. Un B+, ça indique une capacité à payer ses dettes qui est jugée suffisante, mais qui pourrait être vulnérable si la situation économique se dégrade. D'accord. Mais surtout, c'est un signal très important pour les investisseurs internationaux. Avoir une note d'une grande agence comme S&P, ça donne une référence. C'est un peu une carte de visite sur les marchés financiers, même si elle invite aussi à la prudence. C'est une étape, vers une meilleure intégration dans l'économie mondiale. D'accord. Et dans le même genre, on a vu aussi la ratification de financements importants pour des infrastructures, plus de 240 millions de dollars. Ça concerne quel secteur principalement? Alors, les infos qu'on a ne détaillent pas toujours précisément, mais on peut imaginer qu'il s'agit de projets routiers, énergétiques, peut-être portuaires, des choses qui sont souvent essentielles pour soutenir l'économie, notamment l'activité minière. Ça montre qu'il y a une volonté de continuer à investir malgré le contexte. Et le projet Simandou alors? Ce grand projet dont on parle depuis si longtemps, ça avance concrètement? Oui, on dirait bien. Il y a eu la réception par le chef de l'État de trains et de wagons pour la compagnie du Transguinéen, la CTG. Ah oui. C'est la société qui va gérer le chemin de fer, qui est absolument crucial pour sortir le minerai de fer de Simandou. Voir le matériel arriver, les trains, les wagons, ça rend le projet beaucoup plus réel, après des décennies et des décennies de discussions. C'est sûr. C'est un signal fort envoyé aux partenaires, à la population aussi, sur la détermination à faire aboutir ce projet énorme. Mais l'économie guinéenne, ce n'est pas seulement les mines, heureusement. L'agriculture aussi, elle reçoit un coup de pouce. Oui, et c'est fondamental pour diversifier l'économie et pour la sécurité alimentaire. Plus de 16 milliards de francs guinéens ont été mobilisés via le FODA, le Fonds de développement agricole. D'accord. Ce fonds, il sert à financer des projets agricoles, à aider les producteurs, à améliorer les rendements. C'est une somme conséquente. Si elle est bien utilisée, ça peut vraiment avoir un impact. Et dans l'agriculture, il y a un produit qui semble avoir une attention toute particulière en ce moment, le fonio. Ah oui, le fonio. La Guinée est le premier producteur mondial de cette céréale. C'est une céréale ancienne, mais qui est de plus en plus à la mode sur les marchés internationaux. Oui, pour ses qualités nutritionnelles, sans gluten. Exactement. Et l'ambition, elle est claire, non seulement rester leader, mais surtout mieux valoriser cette production à l'export. Et c'est là qu'intervient la JPEX, l'agence guinéenne de promotion des exportations. Et elle fait quoi, la JPEX, exactement? La JPEX, elle travaille avec des partenaires comme le CBI. C'est un organisme néerlandais qui aide les pays en développement à exporter pour renforcer toute la filière fonio. Ça veut dire améliorer la qualité, la transformation, l'emballage, mais aussi, et c'est de plus en plus important, intégrer les normes de RSE. RSE, c'est-à-dire? La responsabilité sociétale et environnementale. Aujourd'hui, pour vendre sur les marchés en Europe ou en Amérique du Nord, ça ne suffit plus d'avoir un bon produit. Il faut pouvoir prouver qu'il a été fait en respectant l'environnement et les droits des travailleurs. Ah oui, d'accord. C'est un gros enjeu de compétitivité. Donc l'AJPI-EPEX aide les entreprises guinéennes du fonio à se mettre à niveau là-dessus et aussi sur la traçabilité, pour savoir d'où vient le produit exactement. On voit aussi une volonté de pousser les partenariats publics-privés, les fameux PPP. Oui, les PPP, c'est cette idée où l'État et des entreprises privées s'associent pour réaliser des projets, souvent des infrastructures. C'est vu comme un moyen d'aller plus vite pour le développement. Et donc, il y a des ateliers de formation pour les cadres de l'administration, par exemple au ministère de l'Industrie et des PME, pour qu'ils maîtrisent mieux ces montages de contrats qui peuvent être assez complexes. C'est Manjou Corenté qui semble pousser ça notamment. Et sur l'énergie, qui est toujours un défi en Guinée, qu'est-ce qu'on note ?
Alors, deux choses principales. D'abord, le projet d'une nouvelle centrale thermique au fioul lourd, au HFO, pour améliorer l'électricité à Kankan et Kouroussa, en Haute-Guinée. C'est une solution, disons, classique, mais qui répond à un besoin urgent là-bas. Oui. Et puis, il y a une coopération qui se renforce avec la Turquie. La Turquie est devenue un acteur important dans l'énergie en Afrique. Une mission ministérielle guinéenne est allée là-bas pour voir ce qui est possible de faire ensemble. D'accord. Tous ces développements économiques sont évidemment importants, mais il faut aussi que ça suive sur le plan social, sur le plan éducatif. Qu'est-ce qu'on observe de ce côté-là ? Alors, le mois d'Octobre Rose, pour la sensibilisation au cancer du sein et du col de l'utérus, a été particulièrement visible cette année. Ce qui est intéressant, c'est de voir qui s'est mobilisé. Oui. Il y avait les ministères, bien sûr, santé, environnement, mais aussi des entreprises privées. On a parlé de SAR Assurance, de la mine Kouroussa Gold, des associations comme Comsar Baridier et même la télé nationale, la RTG. Ah oui, une mobilisation assez large. Très large. Avec des actions concrètes de sensibilisation, de dépistage, dans plein d'endroits. Koya, Comsar, Kouroussa. L'accent est vraiment mis sur l'importance du dépistage précoce. On le répète beaucoup. C'est essentiel en effet. Toujours dans la santé, on a parlé de la centrale à oxygène de Bokeh. Il y a d'autres initiatives à noter. Une initiative peut-être plus modeste, mais que j'ai trouvée intéressante, c'est au CHU Dunka, le grand hôpital de Conakry. Ils ont organisé un week-end fitness. Un week-end fitness à l'hôpital ? Oui. L'idée, c'est d'encourager le personnel, les soignants, les administratifs, à faire du sport régulièrement, pour leur propre bien-être, bien sûr, mais aussi comme un moyen de prévention. C'est un peu de la santé publique par l'exemple. C'est une bonne idée. Oui. Mais bon, il faut pas non plus cacher les problèmes qui persistent. On a signalé par exemple une prolifération de moustiques à Conakry, et ça fait craindre une hausse du paludisme. Ah oui, ça c'est un problème récurrent. Passons à l'éducation alors. C'est évidemment clé pour l'avenir. Oui, alors là, il y a un gros projet annoncé, la construction de 20 nouveaux lycées dans plusieurs villes du pays. Ça répond à un besoin énorme d'infrastructures pour le secondaire, mais l'innovation qui m'a semblé la plus marquante, c'est l'expérimentation du modèle MALA. MALA ? Qu'est-ce que c'est que ça ? MALA, ça veut dire Mobile Assisted Language Learning, apprentissage des langues assistées par mobile. En gros, c'est un projet pilote fait avec la Banque mondiale et une ONG qui s'appelle Imagine Worldwide. D'accord. L'idée, c'est d'utiliser la technologie des tablettes numériques pour améliorer l'apprentissage, surtout de la lecture, dans les petites classes du primaire. Ils distribuent des tablettes sécurisées, elles ne servent qu'à apprendre aux enseignants. Pour l'instant, c'est une première phase avec 100 écoles, mais ils visent 750 à terme. Le but, c'est d'avoir des outils pédagogiques plus interactifs, plus adaptés, surtout dans les zones rurales où il manque souvent de matériel. C'est une orientation vers le numérique assez audacieuse, on peut dire, pour le système éducatif guinéen. Oui, c'est une tendance qu'on voit partout dans le monde, mais l'appliquer en Guinée, avec les défis qu'on connaît pour l'électricité, la connexion Internet, ce sera intéressant de voir comment ça fonctionne réellement. C'est sûr. Et à côté de ces grands projets, il faut aussi souligner les initiatives plus locales, mais qui sont tout aussi importantes. Comme cette école primaire de 6 classes, construite à Farmoria, à Forêt-Caria, entièrement grâce aux dons d'une famille guinéenne, la famille Binti Souré Touré. Ça montre aussi l'engagement des citoyens pour l'éducation. C'est une belle initiative, et pour bien organiser tout ça, il faut des données fiables. D'où l'importance du recensement, j'imagine. Exactement. L'Institut national de la statistique, l'INS, a lancé ce qu'on appelle l'enquête post-censitaire du 4e recensement général de la population et de l'habitation, le RGPH4. D'accord. Et ça sert à quoi, cette enquête post-censitaire ? En fait, c'est crucial. Ça permet de vérifier la qualité des données qui ont été collectées pendant le recensement principal, quelques mois avant. Est-ce qu'on a oublié personne ? Est-ce que les informations sont correctes ? Il y a plus de 400 jeunes enquêteurs qui sont sur le terrain pour faire ce contrôle qualité. Parce que sans données démographiques fiables, récentes, c'est impossible de planifier correctement le développement, de répartir les ressources de façon juste, ou même d'organiser des élections crédibles d'ailleurs. C'est logique. Abordons maintenant des aspects peut-être un peu moins centraux dans l'actualité brûlante, mais qui font aussi la vie du pays. La culture, le sport, les initiatives pour la paix. Oui, alors la Guinée a célébré la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. C'était l'occasion pour la RTG, la télé et radio nationale, de montrer un peu ses efforts pour se moderniser, les réformes dans le secteur.
D'accord. Côté sport, il y a eu la 9e édition du Linguet d'Or qui récompense les acteurs du foot guinéen pour essayer d'encourager l'excellence dans ce sport qui est si populaire. Le sport roi. Voilà. Et puis un événement qui mélangeait sport et cohésion sociale, un gala avec des matchs entre des équipes du secteur public et du secteur privé. C'était sur le thème de la fraternité et de la paix et c'était lié aussi à la fête de l'armée. On dirait qu'il y a pas mal d'initiatives autour de la paix et de la cohésion, non? Oui, on sent qu'il y a une préoccupation pour éviter les tensions. La section guinéenne de la Fédération internationale pour la paix universelle, la FIPU, a formé ses ambassadeurs de la paix pour qu'ils aient des outils de médiation, de dialogue. Et de façon plus concrète, il y a le projet Binosso, c'est soutenu par l'Union européenne et c'est mis en œuvre par une ONG, Talking Dreams Studio Guinée. Ils ont mis en place un cadre de discussion à Farana, une région où il y a parfois des tensions. D'accord, pour prévenir les conflits, c'est ça? C'est ça, favoriser le dialogue entre les communautés, les autorités locales, les forces de sécurité, pour prévenir les conflits et aussi l'extrémisme violent. Le ministère de l'administration du territoire lance aussi des formations du même genre sur la négociation. C'est important, et pour finir, une touche d'ouverture culturelle avec cet échange entre la Guinée et la France dont vous parliez. Oui, c'est l'association Yigifissa qui a accueilli des jeunes stagiaires français. Ils sont venus découvrir la culture guinéenne, la danse, les percussions, le chant. Sympa. Oui, mais ce n'était pas juste du tourisme. Ils ont aussi participé concrètement. Ils ont été à rénover le siège du ballet de Kindia. Ils ont parrainé des enfants d'artistes locaux. C'est un bel exemple d'échange de solidarité à travers la culture. Bon, ce tour d'horizon est effectivement très très dense. Ce qui me frappe, c'est cette impression d'un pays qui est sur plein de fronts en même temps. Il y a la transition politique qui avance, même s'il y a des tensions. Oui. Il y a une volonté claire de relancer l'économie, avec de grands projets, des efforts importants dans le social, l'éducation, et puis cette attention à la cohésion, à la culture. C'est exactement ça. On voit une tentative de moderniser l'État, que ce soit par la formation des cadres, cette initiative civilo-militaire ou le numérique à l'école. On voit aussi qu'on continue les grands projets comme Simandou, tout en essayant de développer d'autres choses comme le Fogno. Et tout ça sur fond de mobilisation citoyenne et avec cette échéance électorale qui approche. Les défis sont énormes, c'est sûr, mais l'activité, elle, est indéniable. Ça bouge. Tout ça, ça nous amène peut-être à une réflexion pour finir. On a vu une forte impulsion qui vient d'en haut, avec ces projets, cette volonté de renforcer l'État, et en même temps une expression populaire très forte, notamment autour du chef de l'État. Et beaucoup de ces projets économiques, ils dépendent aussi de l'extérieur, des partenaires, des investisseurs. Oui, c'est vrai. La question qu'on peut se poser, c'est quel type de contrat social est en train de se dessiner en Guinée, en fait? Comment on arrive à concilier cette aspiration à un État fort, moderne, les attentes des gens, et puis les réalités d'une économie qui reste quand même très dépendante de l'extérieur, des matières premières? C'est une excellente question. Et elle est vraiment au cœur des enjeux pour l'avenir du pays. Trouver cet équilibre très délicat entre, d'un côté, la souveraineté nationale, de l'autre, les aspirations démocratiques, sociales de la population, et puis les contraintes, mais aussi les opportunités de l'économie mondiale. Ce sera sans doute ça, le défi majeur pour la Guinée dans les années qui viennent. Et la façon dont toutes ces initiatives dont on a parlé aujourd'hui vont s'articuler, ce sera déterminant pour y répondre. Une réflexion complexe en effet, et qu'il faudra suivre de très près. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour cette analyse assez fouillée de l'actualité guinéenne. Bienvenue à Perspectives croisées. Alors, la Guinée, on le sait, traverse une phase politique assez déterminante, une phase de transition. Et bien sûr, il y a cette date importante qui se profile, l'élection présidentielle annoncée pour le 28 décembre 2025. Le dissident. Et ce qui retient l'attention ces derniers temps, ce sont ces rassemblements assez massifs. On en voit à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays, je pense notamment à Dabola, et même, ce qui est intéressant, au sein de la diaspora, par exemple au Libéria. Et tous ces gens appellent de manière assez ouverte le général Mamadi Doumbouya, le chef de la transition, à être candidat.
Oui, ces appels sont devenus très visibles en effet. Tout à fait. Donc notre discussion aujourd'hui, elle va s'appuyer sur ces faits, sur ce qu'on observe, pour essayer de comprendre comment interpréter ce phénomène. Est-ce que c'est une expression simple et légitime de la volonté populaire ? Ou est-ce qu'au contraire, ces manifestations, elles pourraient exercer une sorte de pression, peut-être même fausser un peu le jeu démocratique qui est en train de se reconstruire ? Pour ma part, je pencherais plutôt vers l'idée que ces appels, ils sont le reflet d'un soutien populaire, un soutien bien réel, qui se base sur une appréciation des actions menées pendant cette transition, le dissident. Et de mon côté, j'apporterai une perspective un peu différente. Je voudrais souligner que dans le contexte très spécifique d'une transition, qui plus est menée par l'armée, dont l'objectif premier, rappelons-le, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, des mobilisations de cette ampleur en faveur du dirigeant de cette même transition, ça soulève forcément des questions. Des questions fondamentales sur la neutralité du processus, et ça pourrait, je pense, exercer une pression, inopportune sur la route vers les élections. D'accord. Alors, permettez-moi de développer un peu mon point de vue. Ce qui me frappe d'abord, c'est la répétition de ces mobilisations et aussi leur diversité. Diversité géographique, on l'a dit, qu'on a créée d'Abola, la diaspora, mais aussi sociale. Quand on parle de marée humaine à Matoto ou des différentes couches socio-professionnelles à Dabola, ou encore des prises de position très claires des ressortissants de la région de Simandou, une région stratégique, ou même de la diaspora lointaine, tout ça, ça donne l'image d'un soutien qui n'est pas juste anecdotique, quoi. Il n'est pas confiné à un seul endroit ou à un seul groupe. On a l'impression que ça dépasse un peu les clivages habituels. Pour moi, cette effervescence, c'est une forme d'adhésion, une satisfaction d'une partie, sans doute non négligeable de la population par rapport à la direction que prend le pays sous l'égide du CNRD, le Comité national pour le rassemblement pour le développement, qui dirige la transition depuis septembre 2021. Et les raisons que les manifestants eux-mêmes donnent, elles sont d'ailleurs assez logiques. On entend parler d'un souhait de continuité pour pouvoir consolider les réformes, les projets qui ont été lancés. Il y a une reconnaissance d'un certain leadership jugé peut-être nécessaire dans la période actuelle. Le dissident... Oui, on entend ces arguments de continuité et de leadership. Exactement. Et plus concrètement, les gens citent des choses précises. L'avancement de projets d'infrastructure qu'on attendait depuis longtemps, la relance ou en tout cas l'accélération du fameux projet minier de Simandou, ce gisement de fer énorme dont l'exploitation est vue comme une promesse majeure pour l'économie, n'est-ce pas ? Ou encore des initiatives comme la formation civilo-militaire des fonctionnaires. Bon, ça, on peut en débattre, mais ceux qui la soutiennent la présentent comme un moyen de renforcer la discipline, le sens du service public, l'unité nationale. Au fond, ce qu'on observe là, pour moi, c'est simplement l'exercice d'un droit démocratique fondamental. Le droit des citoyens, qu'ils soient organisés en mouvement ou pas, d'exprimer leurs préférences et d'appeler de leur vœu la candidature de la personnalité qu'ils pensent être la plus apte à poursuivre ce qu'ils voient comme les acquis du CNRD. De dissidents ? Pensé par les participants. Cependant, mon analyse, elle part d'un point de départ un peu différent qui est lié à la nature même de la période que la Guinée traverse. Une transition politique, surtout quand elle est dirigée par les forces armées après une rupture de l'ordre constitutionnel, elle a une mission fondamentale et très délicate. C'est de créer les conditions pour un retour serein et crédible à la démocratie. Et ça passe notamment par l'organisation d'élections libres, équitables et surtout acceptées par tous. Bien sûr, l'objectif est clair, le dissident. Voilà. Et la clé de voûte de cette crédibilité, c'est la neutralité. La neutralité de l'organe de transition et en particulier de son chef. Or, quand on voit ces mobilisations massives décrites comme une foule immense, une marée humaine qui demande précisément au chef de cette transition militaire de descendre dans l'arène électorale, la question de préserver cette neutralité, elle se pose de manière très aiguë. Comment est-ce qu'on peut garantir une compétition électorale juste, équilibrée, un level playing field comme on dit, si celui qui est censé arbitrer le jeu est en même temps encouragé par des manifestations aussi visibles à y participer comme joueur. Je vois l'angle. Le dissident. Ces événements, qu'on le veuille ou non, ils peuvent être vus comme une sorte de campagne électorale avant l'heure, une campagne qui ne dit pas son nom. Ça donne une exposition, une légitimité précoce à une candidature potentielle, au détriment sans doute d'autres acteurs politiques qui, eux, n'ont ni cette visibilité, ni potentiellement les mêmes ressources liées à l'appareil d'État. Le risque, à mes yeux, c'est de brouiller la ligne, de manière assez dangereuse, entre le rôle de président de la transition, qui doit être le garant impartial du processus, et celui de futurs candidats potentiels.
Et puis, il y a aussi l'ampleur de ces rassemblements et leur organisation apparente. Vous avez mentionné des structures comme le mouvement d'Umbayako Simandole ou la coalition des Dabwaka et alliés. Ces noms même suggèrent une certaine organisation, non ? Ça m'amène à m'interroger sur le caractère totalement spontané de tout ça. Est-ce que ça ne traduit pas une certaine forme, disons, d'orchestration ? Pour moi, la priorité absolue, ça doit rester la garantie d'un processus électoral transparent, inclusif, crédible. Et la perspective d'une candidature du chef de la transition en exercice, eh bien, ça complique sérieusement cet impératif. Votre insistance sur la neutralité est logique, je l'entends bien. Et j'ai l'impression que ça risque un peu de masquer une réalité tangible. Cet élan populaire, quand des milliers de personnes sortent dans la rue, comme on l'a vu, quand des participants à Dabola disent que leur mobilisation vient d'une inquiétude pour l'avenir, d'un désir de ne pas voir s'arrêter une dynamique qu'ils jugent positive. Est-ce qu'on peut vraiment balayer ça d'un revers de main en disant juste « c'est de l'orchestration » ? Alors oui, bien sûr, toute mobilisation d'une certaine ampleur, ça demande un minimum de logistique, d'organisation, c'est évident. Le dissident. C'est certain, mais réduire ces événements uniquement à ça, ce serait, je pense, ignorer la possibilité d'une adhésion sincère, d'une expression collective qui vient vraiment de la base. C'est cette dimension-là, cette expression populaire peut-être imparfaite dans sa forme, je vous l'accorde, mais bien réelle qu'il faut aussi prendre en compte. Il ne faut pas sous-estimer la capacité des citoyens à se mobiliser pour des idées ou des personnes auxquelles ils croient, quoi. Le dissident. Non. Je ne nie pas qu'il puisse y avoir une adhésion sincère d'une partie de la population, ce n'est pas mon propos. Ce que je questionne, c'est l'idée d'une spontanéité totale pour des rassemblements de cette taille et surtout leur signification dans le contexte actuel. Organiser une marée humaine, ça demande des ressources, ça demande une coordination, une communication efficace. L'existence même de ces mouvements et coalitions que vous avez cités et qui sont mentionnés dans les reportages, ça prouve bien qu'il y a une structuration. La question clé alors, c'est d'où vient cette capacité d'organisation ? Est-ce qu'elle émane purement de la société civile, de manière autonome, ou est-ce qu'elle bénéficie peut-être d'un environnement politique favorable, voire d'un soutien même indirect des structures de la transition elle-même ? On peut légitimement se demander si un mouvement d'opposition, qui appellerait à une autre candidature, aurait les mêmes facilités pour s'organiser, pour avoir la même visibilité médiatique. C'est là qu'une perception de deux poids deux mesures pourrait naître, et ça affecte forcément la lecture qu'on fait de ces événements. Bon, admettons qu'il y ait une part d'organisation, c'est inhérent à toute action collective d'envergure. Mais est-ce que ça invalide le fond du message, le droit des citoyens à exprimer leur choix ? C'est quand même un pilier de la démocratie. Si les conditions légales sont remplies, et ça c'est un autre débat, un débat juridique, et si le général Doumbouya lui-même exprimait le souhait de se présenter, au nom de quoi faudrait-il en empêcher ? Ou bien délégitimer à l'avance le soutien qu'il reçoit ? Interdire sa candidature juste parce qu'il dirige la transition, alors même qu'une partie de la population l'appelle, est-ce que ce ne serait pas, d'une certaine manière, aller contre cette volonté populaire ? Et n'oublions pas, ce soutien, il s'appuie, comme je le disais, sur des éléments concrets, perçus positivement. Prenez le projet Simandou. Après des décennies d'attente, de faux départs, voir arriver les premiers trains, les premiers wagons sur le site, c'est un symbole fort pour beaucoup de gens. C'est un signe que, peut-être, les choses bougent enfin. Le dissident. Le symbole est fort, c'est vrai. La tenue récente du Guinea Business Forum s'est interprétée comme une volonté d'ouvrir le pays, d'attirer des investissements. La fameuse formation civilo-militaire, même si elle est controversée, elle vise, pour ses partisans, à inculquer des valeurs de discipline, de patriotisme aux agents de l'État. Certains y voient une réforme nécessaire pour refonder l'administration. On parle aussi, et ça a été mentionné spécifiquement à Dabola, d'une amélioration des conditions de vie des retraités, un sujet socialement très sensible. Ce sont ces éléments-là, ces acquis, qu'ils soient réels ou perçus comme tels, qui nourrissent la légitimité de cet appel à sa candidature aux yeux de ses partisans. Le dissident, je ne remets pas en cause le droit d'expression en soi, ni même l'existence de certaines réalisations pendant cette transition. Ce que je souligne, c'est la tension fondamentale entre ce droit et un principe cardinal dans une phase de transition post-rupture constitutionnelle, la neutralité de l'organe transitoire. Et cette neutralité, ce n'est pas juste un concept en l'air, c'est la condition sine qua non, la condition indispensable de la crédibilité du processus électoral et de l'acceptation future des résultats.
Quand le chef de l'État en exercice, qui en plus est un militaire ayant pris le pouvoir, devient l'objet d'une campagne de soutien aussi explicite en vue de l'élection qu'il est censé organiser, cette perception de neutralité est par définition compromise. Peu importe au fond que sa candidature soit techniquement légale ou pas, politiquement ça crée une situation de déséquilibre flagrant. Comment voulez-vous assurer une compétition équitable quand l'un des candidats potentiels détient tous les leviers du pouvoir, bénéficie de la visibilité institutionnelle et en plus est porté par des mouvements de soutien aussi massifs et médiatisés? Les acquis que vous listez, aussi réels soient-ils, ils deviennent alors de fait des arguments de campagne préélectorale. Ça brouille la frontière entre l'action gouvernementale normale et la promotion d'une ambition personnelle. L'enjeu, il dépasse la personne du général Doumbouya. Il touche à la confiance même, la confiance dans les institutions de la transition et dans le processus électoral qui arrive. Et c'est cette confiance qu'il est primordial, selon moi, de préserver. Mais est-ce que cette lecture, très axée sur les risques, ne néglige pas une autre possibilité ? Est-ce que ces appels ne pourraient pas être justement un facteur de stabilité, de cohésion ? Si une partie importante de la population guinéenne estime que la direction actuelle est la bonne, qu'elle souhaite sa poursuite, ça pourrait peut-être constituer une base solide pour l'avenir, non ? On pourrait interpréter cette dynamique non pas comme une source de division, mais peut-être comme l'émergence d'un consensus autour d'une figure et d'une vision. Les efforts de développement, que ce soit Simandou ou la volonté affichée de relancer l'agriculture, on a entendu parler de la promotion du FONIO, des fonds pour le FODA, le Fonds de développement agricole, ou encore les projets d'infrastructure. Tout ça peut être vu comme les étapes d'un projet national capable de rassembler peut-être au-delà des clivages traditionnels. Ne faut-il pas aussi envisager cette potentialité d'unité par l'adhésion à un projet qui est déjà en cours ? Le décidant. J'avoue, un peu de mal à partager cet optimisme sur le potentiel unificateur de la situation actuelle. Je crains plutôt l'inverse en fait. Je crains que ça ne soit un puissant catalyseur de polarisation. En focalisant toute l'attention sur la personne du général Doumbouya et sa candidature potentielle si longtemps avant l'élection, on risque de mettre de côté le débat essentiel, le débat sur les projets de société, sur les programmes politiques alternatifs. Ça pourrait même décourager d'autres leaders, notamment des civils, de se lancer dans la course, peut-être par crainte de faire face à une compétition qu'ils percevraient comme inégale dès le départ. Loin de rassembler, j'ai peur que ça ne fracture davantage le paysage politique et que ça rende le dialogue national, qui est déjà compliqué, encore plus ardu. Et n'oublions pas que pendant ce temps, il y a des initiatives louables de promotion de la paix, de la réconciliation, qui sont menées sur le terrain. Je pense à la formation des ambassadeurs de la paix, au projet qui vise à renforcer les capacités locales pour gérer les conflits, comme celui qui a été mentionné à Ratoma, ou encore au projet Binosor à Farana, qui travaille sur la cohésion sociale. Est-ce qu'un climat politique aussi électrisé, potentiellement clivant, autour de la candidature du chef de la transition ne risque pas de fragiliser tous ces efforts ? Ces efforts qui sont pourtant indispensables si on veut une sortie de crise apaisée. La cohésion nationale, elle se construit difficilement sur un sentiment d'injustice ou de jeu politique biaisé. La priorité, ça devrait être de calmer le jeu, pas de l'enflammer aussitôt. Bon, pour conclure mon propos, je maintiens mon idée principale. L'ampleur et la constance de ces manifestations de soutien au général Doumbouya, c'est une donnée politique et sociale majeure qu'on ne peut ignorer. Elles sont, à mes yeux, l'expression d'une volonté démocratique, d'une partie sans doute non négligeable des Guinéens qui reconnaissent des avancées durant cette transition et qui souhaitent que cette dynamique se poursuive. Alors, ignorer ou disqualifier cette volonté populaire au nom d'une conception peut-être trop rigide de la neutralité, ça pourrait être au final préjudiciable à la légitimité même du processus. Le dissident, et je maintiendrai, pour ma part, que si la voix du peuple doit bien sûr être entendue, les principes fondamentaux d'équité, de transparence et de neutralité de l'organe de transition sont eux absolument cruciaux. Ils sont cruciaux pour garantir la crédibilité et la pérennité du retour à l'ordre constitutionnel. La candidature potentielle du chef de la transition, même si elle est populaire auprès de certains, elle pose objectivement un défi majeur à ces principes et elle risque de compliquer la recherche d'un consensus national, consensus qui est pourtant indispensable pour que la transition réussisse. Notre accord se situe donc sur la reconnaissance du phénomène lui-même. Oui, ces appels à candidature existent, ils sont importants, ils sont visibles. Là où nos perspectives divergent vraiment, c'est sur leur interprétation profonde et sur leurs conséquences possibles. Est-ce qu'on est face à une saine manifestation de la démocratie en marche, ou plutôt face à une dynamique qui porte en elle des risques pour l'équilibre et l'impartialité nécessaires en cette période si particulière ? Le dissident.
C'est exactement ça. Et tout l'enjeu pour la Guinée, dans les mois qui viennent, ce sera justement de trouver comment naviguer cette tension. Une tension complexe entre, d'un côté, l'expression légitime des aspirations populaires, et de l'autre, la nécessité impérieuse de préserver les conditions d'un jeu électoral ouvert, juste et crédible pour tous les acteurs. L'analyse attentive de ces dynamiques, à la lumière des informations qui vont continuer à arriver, reste absolument essentielle pour comprendre les défis, mais aussi les opportunités de cette transition vers l'élection présidentielle de 2025. La réflexion, elle est loin d'être terminée.